Alors, ce que je vous propose, donc, on va balayer assez rapidement ces quelques slides qui concernent donc la vidéoprotection un petit peu de manière généraliste. On va revenir donc sur l'information qui a été donnée par le ministère de l'Intérieur le 20 euh, mars 2024 et qui doit donc imposer un certain nombre de choses à faire, notamment lors des renouvellements, mais surtout aussi pour les vidéos qui sont déjà autorisées, hein, qui sont déjà en place. C'est pas parce que c'est en place qu'il n'y a pas deux, trois trucs à faire quand même. Donc voilà. Et je laisserai ensuite la parole à Axel qui va donc plus s'attarder sur l'annexe 1 notamment, qui est l'analyse d'impact sur la protection des données et qu'il faudra donc remplir. En tout cas, que le responsable de la vidéoprotection devra, lui, s'acquitter de cette charge. Et puis, on va voir un petit peu plus loin. Donc, alors, je peux pas. Peut-être pour recadrer, parce que c'est un sujet qui peut être assez vaste, on parle bien aujourd'hui de vidéoprotection, c'est-à-dire que ça concerne les dispositifs de caméra, de vidéosurveillance sur la voie publique ou Alors voilà. dans un établissement public. Voilà. Eh bien, euh, la première slide de Richard, je lui laisse la parole, va recadrer le contexte. Alors, on est effectivement sur de la vidéoprotection, des outils qui sont essentiels aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, la vidéoprotection est mise en œuvre par des collectivités territoriales. On fait évidemment, comme Axel l'a dit précédemment, on fait la distinction entre la vidéosurveillance et la vidéoprotection. Ah, mais attends, il faut que j'enregistre, Axel. Voilà, je vous demande une petite minute. Alors, comment fait-on pour Et enregistrer? sur les trois petits points à côté des notes, à côté de ta caméra, tu déplies enregistrer et transcrire, démarrer l'enregistrement. Alors, voilà, démarrer l'enregistrement. Et je repartage. Donc, nous voilà donc sur la vidéoprotection. Donc, effectivement, on parle de vidéoprotection. Donc, on fait une distinction entre la vidéosurveillance et la vidéoprotection. La vidéosurveillance étant la plupart du temps mise en œuvre par le pouvoir public, plutôt par la police nationale, l'armée, etc. On va surveiller des sites particuliers. Nous, on va parler de vidéoprotection. Donc, vraiment une action mise en œuvre pour protéger les citoyens et les biens publics. Donc on parle vraiment effectivement de lieux ouverts, donc des lieux qui sont ouverts au public et sur la voie publique. Donc l'autorité publique, c'est la collectivité territoriale, met en œuvre la vidéoprotection. Donc il y a un objet, donc une finalité de cette vidéoprotection qu'on va voir un petit peu plus loin. On va prendre des images, donc qu'elles soient enregistrées ou non, ou analogiques ou non, sur un lieu ouvert et public. Tout ça, c'est encadré par plusieurs textes donc, qu'on connaît principalement. Ça n'a pas changé, hein, il n'y a, pas- il y a pas beaucoup de choses qui ont changé là-dessus, si ce n'est que le RGPD, la loi informatique et liberté, est venu s'adosser à l'ensemble de ces actes dont il faut tenir compte. Donc les finalités, alors ce document, je l'ai dit, hein, je vous le remettrai, je vous le mettrai à disposition, hein, comme ça on pourra vraiment le voir un peu plus en détail. C'est pas l'objet là aujourd'hui, hein, nous on voudrait vraiment faire un focus sur l'annexe 1, mais voilà, il y a un ensemble de finalités qui sont définies par le législateur et qui donc ont un régime juridique particulier. Donc on voit par exemple la régulation des transports. Alors voilà, la régulation des transports, c'est plutôt pour le RGPD. Alors je vois qu'il y a Je vais quelqu'un m'en qui veut occuper. arriver. Voilà. Donc des finalités. Donc la circulaire du 20 mars 2024, c'est donc cette nouvelle circulaire qui vient d'arriver, donc qui donne des nouvelles dispositions. Donc le responsable des systèmes de vidéoprotection doit mettre en œuvre la conformité avec la loi informatique et liberté en faisant accompagné par le DPO. Donc les nouvelles instructions. Alors, pour le renouvellement, ce sera obligatoire, hein, il faudra joindre à la demande d'autorisation auprès de la préfecture une AIPD et puis donc un engagement de conformité qui est destiné à la CNIL.
La liste des personnes qui pourront accéder au visionnage, ça c'est déjà le cas, et le droit des personnes concernées. Donc, s'il y a lieu, il faudra mettre en place un certain nombre de mentions d'informations à destination du public. Donc, on va retrouver 3 régimes juridiques sur la vidéoprotection. Un régime qui est lié à la loi informatique et liberté, un régime qui est lié à la directive police-justice et un régime qui est lié au RGPD. Ça dépendra du statut en fait, de l'entité qui fait la demande et aussi de la finalité. Alors celui-là, je vais le passer, ça vous connaissez très bien, l'autorité compétente, les autres autorités, vous êtes dans les autorités administratives, donc un ensemble de finalités qu'on retrouve encore. Donc en fonction de la nature et de la typologie de l'autorité qui fait la demande, eh bien on va se retrouver fléché sur un cadre réglementaire. Voilà, pareil, encore une fois, vous aurez ce document un peu plus tard et vous pourrez le décortiquer. L'analyse d'impact. Alors, qu'est-ce qui change depuis le 20 mars? C'est ça, c'est l'analyse d'impact. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre en œuvre une analyse d'impact. Le législateur a quand même fourni une trame que l'on retrouve dans l'annexe 1 et qui va nous permettre d'aller un peu plus vite, notamment pour toutes les vidéoprotections qui sont déjà mises en œuvre. Donc des situations obligatoires pour l'analyse d'impact et des modèles d'analyse d'impact, le cadre que nous allons détailler. L'engagement de conformité, alors c'est un CERFA qu'il faudra télécharger sur le site de la CNIL ou sur le site gouv.gouv, enfin france.gouv. C'est le CERFA 13808-03. Donc c'est un engagement de conformité qu'il s'agit de remplir, de signer et de faire parvenir à la CNIL. Alors ça, il va falloir le faire. Il faudra, qu'est-ce qui change aussi? Est-ce que les personnes sont concernées? Est-ce que le droit des personnes est concerné? Et donc, dans ce cas-là, enfin là, oui, le droit des personnes est concerné. Dans ce cas-là, il va falloir avoir un certain nombre de mentions d'informations, dont notamment en fonction du régime. Ah, alors, ça bouge pas mal. Alors, c'est pas là. Voilà. Donc, en fonction du régime applicable, on aura des mentions obligatoires, on aura des mentions additionnelles qui sont possibles. Il y a aussi maintenant des affiches et des panneaux sauf qui comportent un pictogramme qui sont fournis par le ministère, donc il va falloir montrer. Et donc, ensuite, alors ça c'est assez mal fait, voilà. Ensuite, lorsqu'on fera la demande de renouvellement, il faudra donc, au regard de la finalité, pouvoir montrer et documenter les demandes d'information lors de la demande, lors de la dépôt du dossier à la préfecture. Les informations à faire figurer, pour toutes les personnes que l'on accompagne, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont nouvelles. On voit bien qu'on retrouve les coordonnées du DPO, on retrouve les bases juridiques, les destinataires, les finalités, c'est le plus important. Et puis donc des mentions d'information lorsqu'il y en a besoin. Et puis surtout l'identité, les coordonnées du responsable de traitement ou du représentant lorsque c'est nécessaire. Pour résumer, l'utilisation encadrée par des nouvelles législations un peu strictes, donc une autorisation préalable, ça on n'en déroge pas, une signalisation sur les zones qui sont surveillées auprès du public, la protection des données, les images capturées doivent être traitées conformément au RGPD, donc il y a une durée de 1 mois maximum, un droit d'accès, etc. Et puis voilà, la durée de consommation qui ne peut pas être plus de 1 mois. Là, ça, je vous le passe parce que vous le verrez un peu plus tard. C'est plus de l'information technique. Qu'est-ce que c'est que la vidéoprotection, les techniques, etc. Les types de vidéoprotection, les fonctionnalités avancées. Voilà. Et donc, la mise en œuvre la mise en conformité de l'existant, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc là, aujourd'hui, on va avoir... Alors, bon sang. Alors, c'est où? C'est là. Voilà. Donc on va retrouver, donc, si l'AIPD est obligatoire, l'obligation de la réaliser. Pour les systèmes qui sont actuellement mis en œuvre par les autorités publiques, donc ça concerne les collectivités territoriales, donc envoyer l'engagement de conformité et envoyer aussi le contenu de l'information qui fait faite à la destination des personnes susceptibles d'être filmées, qui doit être adaptée aux nouvelles exigences juridiques.
Ça, c'est indérogeable. Et on va donc s'attarder maintenant sur l'annexe 1, que l'on va voir avec Axel. Donc, il va un certain nombre de choses un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre, déterminer la finalité, la licité, etc., etc. Axel, En je pense que effet. là, je vais te laisser la Oui, en main. effet, donc tout ce petit résumé en fait que Richard vous a présenté, c'est en fait une vue peut-être un peu synthétique. Il a ressorti tous les éléments qui figurent dans la circulaire que vous avez dû recevoir. Et si vous ne l'avez pas reçue, cette circulaire, eh bien, on va vous la présenter. On la mettra aussi en œuvre, on la mettra à En, disposition avec en dis- le PDF. Exactement. Donc, je vais reprendre la main sur le partage d'écran et je vais vous présenter pour commencer cette circulaire, juste pour que vous repériez de quoi il s'agit. Donc, c'est une circulaire qui vient du ministère de l'Intérieur. Les vidéoprotections, c'est pas nouveau. Vous savez qu'il faut les présenter à la préfecture pour avoir une autorisation. Ce qui est nouveau, c'est que la réglementation au niveau, la directive police-justice, a légèrement évolué, pour permettre à ces vidéoprotections d'être utilisées plus facilement et de manière plus réglementaire pendant les Jeux olympiques. Donc tout ça, cette modification vient de la loi qui protège plus le territoire pendant les Jeux olympiques. Donc cette circulaire que je suis en train de dérouler rapidement, c'est ce que Richard a épluché et qu'il vous a transféré sous la forme de ce PowerPoint vert que vous venez de voir. C'est le premier élément. Le deuxième élément que je vais vous partager, c'est donc ce que Richard a dit. Vous avez un CERFA. Voilà, ici, je partage. Non, je partage C'est bon. le CERFA. Voilà, Voilà, là, c'est le je formulaire partage le de... CERFA. Donc ça, vous le remplissez. Alors ça s'appelle déclaration simplifiée parce que c'est l'ancien formulaire de la CNIL pour à l'époque où, et il y a peut-être avec nous certains qui reconnaissent ce formulaire, où on devait déclarer les fichiers. On déclarait des normes simplifiées, des autorisations uniques. C'est le même principe, sauf qu'ici, vous utiliserez uniquement la ligne acte réglementaire unique et vous mettrez le numéro 74. Donc ça, c'est dans la circulaire. Mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a déjà ce premier document qu'il va falloir remplir. Ensuite, je vais donc arrêter le partage et maintenant, je vais vous présenter l'annexe 1. Ça, c'est le plus coriace. Donc, l'annexe 1, c'est un document Word qui est communiqué avec ces éléments-là et qui est ici. Normalement, ici, vous devez voir un document Word qui s'appelle Traitement de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection et mis en œuvre par les autorités publiques. Donc, ce n'est pas nouveau qu'on doit faire une AIPD sur la vidéoprotection. Ce qui est nouveau, c'est que le ministère de l'Intérieur a réalisé un modèle d'AIPD qui nous simplifie finalement pas mal l'existence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est pré-rempli. Il y a plein de choses qui sont pré-remplies. Mais ça complique un petit peu l'exercice dans le sens où c'est pré-rempli, ça veut dire qu'on doit adhérer exactement à ce format. Si on ne met pas en œuvre une vidéoprotection dans ces conditions, bah déjà, vous n'êtes pas conforme, vous pouvez oublier plein de choses. C'est important parce que la préfecture, elle va demander maintenant cet AIPD pour valider les les dispositifs de vidéoprotection. Donc ça concerne les communes, ça concerne les bailleurs sociaux, ça concerne des entreprises qui vont avoir
des activités sur la voie publique et qui sont donc amenés à installer des dispositifs de caméras de surveillance qui vont être utilisés par les autorités publiques, par la police municipale, par la police nationale, les gendarmeries, etc. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter cette annexe, parce que c'est à vous, en tant que responsable de traitement, de réaliser cette analyse d'impact. C'est vous qui devez vous engager à cette conformité. Le DPO, il est là pour vous guider, pour vous renseigner quand vous avez des hésitations, et pour donner un avis. Mais l'avis, il ne peut pas le donner si vous n'avez pas rempli tout ce document. Donc c'est un document qui est très complexe et que j'ai essayé de découper avec quelques slides que je vais aussi vous transmettre à la fin de ce petit webinaire, parce que tout ce qui est surligné en jaune est à compléter par vos soins. Il y a des choses qui peuvent être un peu complexes et qui renvoient à ce que Richard a présenté tout à l'heure très rapidement en diagonale, c'est-à-dire au plus compliqué, c'est-à-dire au fondement juridique. Et tout va dépendre de la finalité. Vous avez un certain nombre de finalités qui peuvent justifier d'installer une vidéoprotection. Mais vous n'avez pas forcément toutes ces raisons dans votre contexte qui s'appliquent. Vous avez décidé de mettre une vidéoprotection pour telle ou telle raison, parfois pour plusieurs raisons, mais ce que vous ne pouvez pas, c'est tout cocher aveuglément, parce que certains fondements juridiques ne pourront pas s'appliquer dans votre contexte. Et puis surtout, ça va avoir un impact important sur la façon dont vous allez pouvoir utiliser les images, et c'est pour ça que cet AIPD a été réalisé par le ministère de l'Intérieur. C'est pour pas qu'on se trompe, parce que si vous répondez n'importe comment, les images ne peuvent pas être utilisées correctement. Et donc, on va empêcher les enquêtes judiciaires, on va empêcher le travail des autorités publiques dans un contexte anxiogène comme celui de la sécurité pendant les Jeux olympiques. Donc, ce qui s'applique aux sites où vont se dérouler des événements olympiques s'applique à tout le territoire. Donc, si vous êtes une petite commune où il ne se passera rien du tout et où votre vie ne va pas changer, vous devez quand même mettre en conformité votre traitement. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que la finalité dépend d'un régime juridique. Ce régime juridique dépend de textes applicables qui vont être un peu à tiroir, de manière à donner ou non des droits aux personnes sur leurs données. Je donne un exemple pour que vous compreniez où je veux en venir. Vous avez une vidéosurveillance, une caméra de surveillance qui enregistre des images qui vont permettre d'établir l'origine d'un acte de terrorisme ou d'une agression, quelque chose de grave qui s'est produit. Si on applique le RGPD, purement et simplement, les personnes ont des droits de rectification, d'effacement, des droits d'accès. Et bien dans ce cas, chaque particulier va demander à voir les images, parce qu'il a un droit d'accès, il figure sur ces images. Ou alors, la personne a commis un acte répréhensible, elle ne voudrait pas qu'on s'en aperçoive. Donc, elle va demander l'effacement des données parce qu'elle figure sur une vidéo où elle est en train de commettre un acte répréhensible. Il est évident que dans ce contexte, le droit des personnes qui leur est conféré par le texte du RGPD ne pourra pas s'appliquer de la même manière. Donc, si on ne flèche pas correctement le fondement juridique, on ne peut pas utiliser les images pour ce qu'on veut, ou alors les personnes vont avoir des droits qui vont être complètement disproportionnés. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre ce qu'on doit cocher et l'impact que ça va avoir. Alors, je vous ai fait un petit résumé que je vais partager et qui est celui-là. Voilà. Donc, moi, je ne le vois pas, par contre. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Il faudrait que je vois ce que je vais présenter.
Voilà. Donc, normalement, ici, je vous ai fait un petit résumé. En fait, sur le document l'annexe 1, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs chapitres. Ce qui est important, et ce qu'on va passer rapidement en vue pour que vous compreniez comment ça se remplit, c'est la partie présentation vue d'ensemble. C'est là où on a le tableau des finalités que vous avez aperçu tout à l'heure. Ensuite, sur cette partie-là, vous avez les textes applicables. Ensuite, on parcourra les respects des principes fondamentaux, proportionnalité, la minimisation et l'information aux personnes, très important, puisque si ça n'est pas respecté, le dispositif n'est pas conforme, il n'est pas en règle, il ne peut pas être utilisé. Ensuite, vous verrez le chapitre qui concerne l'étude de risque et la sécurité des données. Et ensuite, vous aurez l'obligation, avec le responsable de traitement, d'apprécier si ces risques sont conformément à cette AIPD minimisés, diminués, et donc vous pourrez ensuite valider l'analyse d'impact. Alors, on va regarder la première partie. Tout à l'heure, je vous ai montré le document Word avec les différentes finalités. Ce que vous pouvez rapprocher dans ce document, c'est qu'en fait, en fonction de la finalité, et ça c'est le document que Richard a décortiqué de la circulaire, qu'il vous a transmis sur le PowerPoint, en fonction de la finalité, ce n'est pas le même texte qui s'applique. Et donc, si on est sur, et ça va concerner la plupart des personnes qui sont ici, si on est sur une vidéoprotection avec une autorisation préfectorale, c'est qu'on cherche à se permettre d'utiliser les données pour la prévention d'actes de terrorisme dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre 2 du présent livre, c'est-à-dire de celui de la police-justice. Et donc ça veut dire que vous êtes en article 4, autorisation préfectorale, et donc cette finalité-là, elle est vraiment importante parce que c'est la seule qui restreint beaucoup les droits, mais qui vous donne la possibilité d'utiliser les données. Donc c'est la sauvegarde, alors c'est pas la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, parce que ça c'est assez rare, il faut que ce soit un ordre des armées, mais par contre, ça va être tout ce qui est mis en place par une autorité publique sur la voie publique. Donc ça, c'est déjà très important de comprendre qu'en fonction des finalités, vous allez pouvoir cocher plus ou moins de régimes juridiques applicables. Moi, je vous ai fait une petite colonne ici où je les ai rapportés pour qu'on voit le lien entre les deux. Bon, moi, je ne peux pas dire si ce que vous avez mis en place, ça concerne les risques naturels ou technologiques, ou bien la prévention pour les infractions relatives à l'abandon d'ordures. Peut-être que ça concerne plusieurs de ces finalités. Et dans ce cas, ça concernera plusieurs régimes juridiques, ce qui va un petit peu compliquer l'exercice sur les activités à tiroir qui sont plus bas. On a donc, une fois qu'on a coché les finalités, qu'on a identifié les régimes juridiques applicables, donc qui dépendent de la finalité, il faudra, dans la partie suivante, préciser si c'est un chapitre 3, un chapitre 2. Ben ça va dépendre de ce que vous aurez indiqué plus haut. Donc, il faut à chaque fois aller récupérer le texte dont dépend votre finalité. On vous communiquera pour vous aider un petit peu un système à tiroir. Si j'ai coché ça, ça va m'obliger à répondre ça. Donc là, vous avez la version en jaune, c'est ce que l'annexe 1 comprend par défaut. Ils sont surlignés en jaune ces parties que vous devez compléter. Et moi, je vous ai fait un exemple d'une vidéoprotection surlignée en vert, c'est ce qu'on a transformé. Ici, on disait préciser chapitre 3 du titre 2 et le titre 4, hein, ben là, ici, on a effectivement confirmé cette situation, puisque c'est bien un traitement qui applique ces deux textes juridiques. Par rapport à la loi informatique et liberté, quels sont les chapitres qui sont concernés? Est-ce que c'est son titre 2, son titre 3 ou bien son titre 4?
Donc, dans le contexte de mon exemple ici, on a gardé les 3 titres parce que les 3 titres sont concernés. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est pas facile à, on ne devine pas ça et on ne peut pas y aller au pif comme ça. Donc, c'est vraiment important d'identifier cette partie-là au départ parce qu'elle va vous permettre de tout dérouler par la suite sur les droits des personnes, par exemple. Donc ici, une fois que vous avez rempli le texte applicable, qui est en bas ici, ça vous permet de remplir le tableau suivant. Le tableau suivant, c'est encore une fois quelque chose qui concerne les textes applicables. Dans votre contexte, selon les finalités que vous avez dit que vous allez utiliser pour votre vidéoprotection, chez vous, comment ça s'applique? De manière générale, tout le monde répondra oui, et donc c'est par défaut déjà pré-rempli, à la disposition générale de la loi du 6 janvier, donc la loi informatique et liberté. Mais dans le détail, selon que votre traitement il est pour telle ou telle finalité, est-ce que oui ou non vous êtes sur le titre 2? Et dans ce cas-là, ça relève que du RGPD, et ça va être vraiment de rares cas, parce que, encore une fois, si ça relève que du RGPD, les personnes peuvent accéder facilement à leurs données, elles peuvent demander un effacement, etc. Enfin, c'est beaucoup plus large Très et contraignant. c'est moins contraignant pour les particuliers, mais c'est pas l'objectif de la vidéoprotection dans les communes. Parce que ce document, il peut aussi être rempli, par exemple, par une usine qui a un parking qui déborde sur la voie publique. Elle va donc installer une vidéoprotection, une vidéosurveillance de son parking privé, mais comme les gens peuvent marcher sur ce parking et être filmés, eh bien, ça va être appliqué comme de la vidéoprotection parce que peut-être aussi que la police municipale se servira éventuellement de ces images quand elle fait des enquêtes. Donc, vous voyez que il n'y a pas de cas général. Vous êtes tous dans des cas particuliers, mais vous connaissez vos situations et vous devez bien définir votre périmètre. Donc, une fois que vous avez compris votre finalité, votre régime juridique, le reste va s'appliquer, va être plus facile à remplir. Vous saurez si vous devez cocher oui ou non de ce côté. Alors ça, je suis revenue, je crois, en arrière, excusez-moi, voilà. Alors, le chapitre suivant qui peut poser un petit peu de problème, c'est sur les principes fondamentaux. Là, on est avec une vue RGPD, droit des personnes, dans le contexte d'un traitement qui est mis en œuvre et qui donc capte des images et donc il capte des données personnelles. Mais on va restreindre les droits des personnes par rapport à un traitement qui est sur l'intérêt légitime ou un traitement basé sur un contrat ou ce genre de choses. Donc ici, à nouveau, on vous demande les finalités. Vous les avez décidées sur la première page. Ici, ce qu'il faut faire, c'est les recopier. Vous les recopiez ici et vous mettez en face, sur la colonne de droite, pourquoi c'est légitime dans votre contexte. Par exemple, si vous avez coché, parce que vous pensiez que c'était vraiment bien de tout cocher, que votre vidéoprotection, votre dispositif de caméra, il concerne sur ce périmètre la prévention des risques naturels et technologiques, ok, pourquoi pas, c'est très bien. Mais en quoi c'est légitime? Si vous n'avez pas une rivière qui va déborder à côté, ou si c'est pas une centrale nucléaire que vous êtes en train de protéger, enfin de vidéosurveiller, ça va être un petit peu difficile d'expliquer en quoi le risque naturel ou technologique est important dans votre contexte. Si c'est juste le carrefour ordinaire au coin du village. Ou alors la défense contre l'incendie. Vous êtes dans un parc avec des jouets pour enfants. Non, c'est pas pour cette raison-là. Mais si c'est le cas, pas de souci. Vous expliquez pourquoi c'est légitime. Mais on ne peut pas installer un système qui filme des personnes si ce n'est pas légitime. Donc, ça permet de bien recadrer un petit peu les concepts du RGPD. Et donc, vous irez ici décrire la légitimité, mais aussi la proportionnalité. Donc, OK, c'est légitime. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier
que c'est nécessaire de filmer pour pouvoir défendre cette finalité. Vous pourriez peut-être faire autrement que avoir une vidéoprotection qui filme tout le monde qui passe par là pour atteindre le même objectif. Donc là, vous allez devoir justifier que oui, c'est proportionné, c'est nécessaire. Et enfin, vous irez, puisque vous avez déterminé la finalité, que vous avez démontré sa légitimité et que vous avez expliqué en quoi c'était proportionnel, eh bien, ce sera très facile de pouvoir expliquer et justifier le fondement juridique au sens du RGPD. Donc là, c'est en général, bien sûr, vous allez être dans un contexte qui va être décrit dans le RGPD. Et là, vous avez encore des textes à tiroir, comme je les appelle, c'est-à-dire qu'en fonction de votre finalité, certaines propositions seront à supprimer et d'autres seront à conserver. Donc, ça va encore dépendre de l'exercice que vous aurez fait tout à fait en amont. Quelles sont mes finalités? Quels sont mes fondements juridiques? Et quels sont les textes applicables? Et là, après, c'est un exercice à tiroir. Dans la même logique, donc la minimisation des données, un peu plus bas, vous verrez que vous avez un petit tableau où on vous demande de justifier comment vous minimisez les données. Et là, vous êtes dans une logique RGPD, je collecte des données, j'en ai besoin et je collecte seulement celles qui sont nécessaires pour atteindre ma finalité. Donc, si vous avez des données, par exemple, qui filment des parties privatives, eh bien, le fait de flouter les images sur la partie privative, vous allez donc resserrer le nombre d'images sur la vie privée, vous allez donc minimiser les données. Ça va concerner aussi l'impact sur la vie privée dans le sens j'ai formé le personnel qui est habilité à accéder aux images et ils savent que ils le font uniquement dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils peuvent pas réutiliser les images pour d'autres choses. On a mis en place des mesures de sécurité, on va le voir plus loin. Tous ces éléments-là, vous allez voir que parfois c'est un petit peu redondant, vous avez l'impression de répéter la même chose, mais repositionnez-vous dans cet objectif de je réponds à quoi? C'est légitime, c'est proportionné, c'est minimisé, c'est sécurisé. Mais c'est vraiment mon dispositif. Vous ne répondez pas de manière générale. Vous vous situez devant vos caméras. Qu'est-ce qu'elles filment? Comment elles le filment? Pourquoi elles le filment? La dernière partie sur la minimisation des données que vous aurez à remplir dans cette partie-là, c'est l'évaluation de ces mesures. Donc, pour les autres mesures, vous voyez, c'est déjà pré-rempli. Vous devez avoir déterminé des finalités, elles doivent être explicites, elles doivent être légitimes, donc c'est acceptable. Puisque vous êtes arrivé jusque-là, en gros, vous n'avez pas besoin de vous poser ces questions. Si vous envoyez cet AIPD, vous devez avoir des mesures acceptables. Par contre, sur la minimisation des données, ben là, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez évaluer. Et là, vous devez faire cet exercice. Est-ce que c'est suffisant ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis les floutages suffisants? Est-ce que mon personnel est formé? Etc. Donc là, si vous identifiez en faisant cet exercice d'analyse, d'évaluation, que ce n'est pas suffisant, que finalement vous pourriez faire mieux, mais que vous allez quand même envoyer votre AIPD à la préfecture, eh bien dans ce cas-là, vous avez le droit d'indiquer des mesures qui sont prévues pour limiter encore plus l'impact sur les personnes. Donc, ça sera dans ce cas-là à compléter dans la dernière partie de votre AIPD. Vous avez un plan d'action. Donc, si vous avez des choses que vous indiquez dans cette colonne-là, il faudra les reporter dans la partie plan d'action à la fin de l'AIPD. Ensuite, vous avez une partie qui s'appelle principes fondamentaux, le 3.2, évaluation des mesures protectrices des droits des personnes. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à fait au début, vous avez des droits sur les données en tant que particulier. Est-ce que ces droits vont s'appliquer dans le contexte de votre vidéoprotection? Ça va dépendre des finalités.
certains cas, ils vont être très restrictifs. Dans d'autres cas, ils le seront un peu moins. On va, par exemple, sur la prévention des risques naturels ou technologiques, si on surveille qu'une rivière est en crue ou pas, finalement, le fait que les personnes vont avoir un droit à l'effacement ou ce genre de choses, c'est pas forcément un problème du moment que votre finalité, elle est atteinte. Donc on va pouvoir plus ou moins respecter la vie privée des personnes dans ce contexte parce qu'elles sont passées au bord de la rivière et voilà. Par contre, si c'est pour la prévention d'actes de terrorisme, on va restreindre énormément les droits des personnes. Donc là encore, on ne peut pas l'inventer pour vous, ça va être à adapter. D'une manière certaine, les mesures pour l'information des personnes, elles doivent être bien complétées. Sinon, votre vidéoprotection n'est pas valable. Donc, un pictogramme avec les textes de loi et une information pour pouvoir contacter le responsable de traitement, c'est le minimum. Alors, il y a d'autres d'autres affichettes de ce genre qui ont prévu plus d'espace pour pouvoir compléter d'autres informations qui sont encore mieux, mais le minimum, c'est celui-là. Et donc une information, bah, vous voulez en savoir plus parce qu'on ne peut pas tout mettre sur ce petit pictogramme. Donc voilà qui il faut contacter et comment. C'est ce qu'on appelle le niveau 2, c'est-à-dire que souvent vous renvoyez vers quelqu'un ou vous renvoyez vers un site web, une page, une affiche, un affichage municipal. Je vois que j'ai fait des fautes de frappe municipales, je voulais dire municipal. Et puis tout ça, bah, vous allez le détailler dans votre AIPD sur ce tableau que j'ai découpé et que j'ai collé ici. Tout ce qui est en jaune, eh bien, hein, c'est à vous de l'adapter. Encore une fois, il y a des textes à tiroir, l'article 104 ou l'article 116 en fonction du fondement juridique. Et les mesures que vous avez prévues, ben, ça va se détailler. Ça va être, est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est une affichette? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? L'évaluation des mesures protectrices des droits sur les droits d'accès, droits de rectification et droits de limitation du traitement ou d'opposition, ils vont être donc, encore une fois, là on vous l'a dit, hein, différents et en tout cas restreints parce que l'objectif c'est d'utiliser les images et de pouvoir les utiliser. Donc, je vous ai refait un petit schéma. En fonction de la finalité, vous savez quel est le régime juridique. En fonction du régime juridique, vous savez quel texte applicable. Et en fonction du texte applicable, vous allez voir si les mesures de droit d'accès et de portabilité s'appliquent ou non, si les droits de rectification et d'effacement s'appliquent ou non, etc., etc. Et tout ne s'applique pas dans le contexte de la vidéoprotection à des fins de protection de l'espace public pour la surveillance des actes de terrorisme. C'est très restreint. En dernier chapitre, vous aurez à remplir les études de risque liées à la sécurité des données. Donc là, il faut le décrire. Moi, je ne peux pas l'inventer non plus pour vous. Le ministère de l'Intérieur vous donne quand même quelques indications extrêmement intéressantes. Il vous dit par exemple que si vous avez mis en place un système de chiffrement, ce qui est obligatoire dans certains contextes, eh bien là c'est acceptable. Et puis vous avez sur votre document d'AIPD des petits commentaires. Dépliez les commentaires, affichez-les. Vous allez les voir, c'est le nom des collaborateurs du DPO du ministère de l'Intérieur qui s'affichent là et qui disent ben là, il faut décrire, et là, il faut compléter. Et là, il vous donne des indications pour vous aider à remplir ce document. Le cloisonnement, par exemple, il n'est pas précisé ici parce que ça va dépendre du contexte. Si vous avez qu'une seule vidéoprotection, qu'un seul poste de commande, bon, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de cloisonnement, alors que si vous avez plusieurs dispositifs, vous avez éventuellement des cloisonnements. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça, c'est écrit ici acceptable, améliorable, parce que vous allez devoir décrire comment vous le mettez en œuvre. Et dans ce cas-là, c'est vous qui évaluez. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est améliorable? Ben, il faut vraiment vous poser cette question et vous avez à la fin de l'AIPD un tableau de documentation qui vous aide à vous poser cette question avec des éléments concrets. Donc là, j'ai juste mis un petit aperçu. Il y a plusieurs pages à remplir.
Et je suis arrivée au bout de ce petit résumé que j'avais réalisé pour vous aujourd'hui. Ce que je peux peut-être faire avant de terminer, c'est repartir sur le Rebalayer document, le document le initial, je document pense. Word. Ouais, Voilà, je vais le... je suis Voilà. dessus. Donc là, vous avez le document Word. Vous vous souvenez, donc là, on a les finalités. En fonction des finalités, vous allez avoir des textes juridiques qui s'appliquent. Et ensuite, les textes applicables à l'intérieur du texte juridique, enfin du fondement juridique. Ensuite, donc, tout ce qui est surligné en jaune, vous n'avez pas le choix, hein, il faut le préciser. Maintenant, il peut y avoir des choses sur lesquelles vous n'êtes pas concerné. Ici, est-ce que les opérateurs et agents qui relèvent du responsable du système sont individuellement désignés et dûment habilités par lui? Est-ce que ça vous concerne ou pas? Peut-être, si c'est le cas, vous allez préciser quels sont les profils de ces personnes, etc. Donc, vous allez bien lire à chaque fois, dans mon contexte, concrètement, qu'est-ce que je fais? Ici, les destinataires, ils sont automatiquement désignés. Par exemple, les agents de service de police, ils sont tous des destinataires concernés. Donc, vous voyez bien que cet AIPD, l'objectif, c'est de donner la main à la police municipale, à la police nationale, aux forces de police pour pouvoir utiliser les images s'il y a des incidents. Ensuite, ici, les données sensibles, par exemple, c'est très bien dit, vous n'avez pas prévu de collecter des images sur l'origine raciale ou ethnique des personnes, mais de fait, vous allez collecter des images qui identifieront des personnes et elles seront donc collectées. Alors, c'est très joliment dit, ça n'est pas réalisé à dessein, mais de telles données peuvent être collectées directement ou indirectement. Mais ce n'est pas votre objectif. Donc, c'est pour ça qu'on est quand même obligé de mentionner que ça existe, mais ce n'est pas votre objectif. En tout cas, si votre vidéoprotection sert à ça, dans ce cas, il faut en parler à votre DPO parce que on sort du contexte. Les supports, on ne peut pas les inventer. Richard vous a mis dans sa présentation des exemples de supports, etc. Mais là, vous allez voir le prestataire. C'est lui qui a la description. Normalement, quand vous avez fait une déclaration de préfecture, vous avez eu ces informations. Mais c'est lui qui vous donne ces informations. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. La façon dont ça se transfère, la façon dont elles sont consultées, la façon dont elles sont extraites. Ensuite, les principes fondamentaux avec les finalités, je vous l'ai montré dans ma présentation. Ici, vous allez reporter pour chacune des finalités qu'est-ce qui les rend légitimes chez vous. Ici, à chaque fois que c'est en jaune, ce sont des textes à tiroir, vous allez les organiser en fonction de votre contexte. Les mesures de minimisation, j'en ai parlé, vous l'avez vu. Ici, il y a les mesures pour la qualité des données. Bon, je ne me suis pas étendue là-dessus, mais vous compléterez si nécessaire. Les durées de conservation, elles sont en général fixées par l'arrêté préfectoral dans la limite d'1 mois. Si ce n'est pas le cas, vous avez d'autres contextes qui s'appliquent, et bien vous pouvez le préciser. Donc ici, on arrive sur une zone, vous voyez, où vous allez pouvoir évaluer ce que vous avez complété, c'est-à-dire comment chez vous, les données sont minimisées. Et encore ici, l'évaluation des mesures de protection. Je vous ai fait une copie d'écran de cette partie-là que vous complétez. Les textes à tiroir sur comment s'appliquent les mesures de droit d'accès de portabilité en fonction des finalités. Et la sous-traitance. La sous-traitance, c'est important. Ici, qui est le sous-traitant? Le sous-traitant, c'est celui qui a accès à un moment ou à un autre aux données. Si vous êtes dans un contexte où vous avez une délégation de service public, je pense à un parking qui est exploité par une société en DSP, il est sous-traitant, puisqu'en fait, votre compétence, vous l'avez déléguée à quelqu'un. Et il doit faire le job pour vous et il ne doit pas utiliser les données pour autre chose normalement, ou alors il fait une AIVP de son côté. Mais il n'est pas autorité publique, donc si c'est pour la surveillance
en cas de terrorisme, lui, il n'a pas la compétence, c'est vous qui l'avez, vous lui avez transféré, il est sous-traitant. Mais c'est aussi celui qui vient faire la maintenance. Il a accès aux écrans, il a accès à quelque chose, c'est votre sous-traitant. Même s'il n'a pas le droit de réutiliser les données. Un sous-traitant, il n'a pas le droit de réutiliser les données pour son propre compte. Il agit sur ordre du responsable de traitement. Mais vous devez les mentionner ici et vous indiquer en quoi ils ont la possibilité d'accéder à ces données, c'est-à-dire l'objet du contrat, maintenance, objet du contrat, délégation de service public, exploitation du parking, objet du contrat. Vous mettrez la référence du contrat et la conformité. De quelle conformité est-ce qu'on parle ici? On parle de la conformité du contrat du sous-traitant par rapport au RGPD, c'est-à-dire est-ce que toutes les mentions de l'article 28 figurent à ce contrat? Là, normalement, vous devez avoir déjà consulté votre DPO pour savoir si la sous-traitance est conforme au RGPD. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas arrivé à ce stade, ben, c'est l'occasion de le mettre sur votre liste de choses à faire. Et on abordera ce sujet avec le DPO. Ensuite, vous avez des mesures qui concernent le transfert de données. Et là, en fait, vous ne pouvez pas le faire normalement. Mais si vous le faites, vous devez absolument respecter ces obligations qui sont décrites ici. Ensuite, les droits des personnes. Donc là, c'est pareil, on est dans une évaluation. Est-ce que vous considérez que l'information des personnes, elle est acceptable? Eh bien, si vous avez respecté ce qui a été décrit par la préfecture, c'est-à-dire si vous avez mis la fichette et si vous avez indiqué en deuxième niveau comment les personnes peuvent se renseigner sur cette vidéoprotection, c'est acceptable. Par contre, l'exercice de droit de rectification et effacement, ben là, ils l'ont laissé à votre main parce que, en fonction des finalités, cet exercice de droit s'applique ou pas. Donc là, vous devez vous-même décrire et ensuite vous évaluer. L'étude des risques sur la sécurité, voilà, là j'ai ouvert, vous voyez les commentaires, ce qui fait que vous voyez qu'il y a plein de commentaires qui sont écrits ici pour vous aider à remplir ces parties-là. Donc là, c'est à vous d'éplucher toute cette partie-là. Et quand vous arriverez sur la partie « je dois apprécier les risques », je dois évaluer si c'est conforme ou pas, eh bien, vous aurez ici cette documentation qui vous dit, en fonction du risque, donc par exemple, un accès illégitime aux données, vous avez des exemples de sources de risque pour vous donner un peu d'imagination. Ces sources de risque, elles vont être générées par des menaces et elles vont avoir un impact. Et puis ensuite, vous allez vous poser la question, bah, en fonction de ce que j'ai mis en œuvre, est-ce que c'est vraisemblable ou pas? Et est-ce que c'est grave si ça se produit ou pas? Voilà, donc ça, ce sont des petits tableaux qui vous permettent de vous aider dans votre évaluation, puisqu'encore une fois, c'est fait pour être autonome. Et vous arriverez directement à cette partie-là, où le responsable de traitement, c'est-à-dire le maire pour les communes, le directeur général pour d'autres organismes, va pouvoir ici apprécier si ce traitement est mis en œuvre de manière acceptable ou pas. Et si vous imaginez des mesures complémentaires pour le rendre plus acceptable, eh bien, vous pouvez les indiquer ici dans la partie de droite. Voilà, donc c'est à reporter ici. Et puis là, vous avez après toute la partie analyse de risque où il faudra mettre vos petits, vérifier que vous êtes bien dans cette zone neutre. Et en dernier plan, en dernière partie, comme je vous l'ai dit, tout ce que vous aurez mis sur les colonnes de droite améliorables, eh bien, il faudra le reporter ici. Donc ici, on a une mesure qui est prévue, elle cherche à corriger tel problème et on va le faire à telle échéance. La validation formelle contient un avis du délégué de la protection des données, donc vous devez normalement quand même
transmettre à votre DPO pour qu'il dise bah non là ça va pas passer. Et puis ensuite la validation pour officielle hein, du responsable de traitement. Donc voilà, on a parcouru avec là aussi il y a encore plein de documentation avec des exemples et c'est très intéressant pour qui s'intéresse à l'analyse de risque et c'est donc l'exercice de l'analyse d'impact sur la protection des données qu'il faut réaliser pour chacune des communes concernées ou des entreprises, organismes qui mettent en place un dispositif de caméra qui surveille la voie publique. Voilà, bah, merci beaucoup Axel pour cette présentation de l'annexe 1. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des questions. La vidéo est enregistrée. Oui, Amandine, nous vous communiquerons cet enregistrement du webinaire, ce qui vous permettra de revenir en arrière, de repartir un peu plus loin et de réécouter toutes ces informations plusieurs fois. Alors, j'ai France, donc même si cela semble plutôt complexe. Ouais, France doit partir, mais D'accord. il y a sûrement plein de questions qui vont venir par la suite, mais bon, bah, vous réécouterez ce webinaire. Vous aurez beaucoup de documentation technique pour vous aider. Et puis surtout, il faut y aller étape par étape. Le plus difficile, c'est d'évaluer les finalités, les fondements juridiques. Le reste, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors, il y a Kaina qui a une question, je pense. Est-ce qu'on peut donner Alors, je peux la autoriser le parole? micro, Kaina. Eh bien alors, on va autoriser Voilà, Kaina. j'autorise le micro. On vous écoute. Alors, ça ne marche pas. Pourtant, Kaina, vous avez la parole. Hein. Ah, je ne sais pas si elle est encore là, Kaina. Elle est peut-être plus là, Kaina. Ah si, je suis là. Donc, vous êtes bien là. Alors, logiquement, mais on ne m'entend pas. D'accord. Alors, désactiver le micro du participant, désactiver le micro, autoriser la caméra, baisser la main. Donc déjà, je vais faire baisser la main et Kaina, hop. Ah voilà, on ça vous y est, entend. on vous entend, Kaina, C'est on bon. vous entend. Bonjour, merci pour cette présentation. Je J'avais vous en une prie. petite question. Donc, si j'ai bien compris, lorsqu'on installe un système de vidéoprotection, une AIPD est à transmettre avec le CERFA à la préfecture. Quelle va être la réaction de la préfecture si d'aventure il y a des améliorations à apporter, puisque visiblement on s'auto-évalue. Alors, dès lors que l'auto-évaluation elle reste en interne et qu'on établit un calendrier pour mettre en œuvre ces améliorations-là, ça pose, j'ai envie de dire, ça pose pas vraiment de problème, mais comment est-ce que finalement la préfecture pourrait réagir? Est-ce qu'elle pourrait nous dire, ben non, là, vous n'installez pas de vidéoprotection puisque Bah, les ouais. améliorations que vous devez mettre en place se feront sur un temps plutôt long? Enfin, je ne sais pas. Alors, en fait, normalement, dans une AIPD, on a 3 niveaux. On a à corriger, améliorable, acceptable. Donc, si vous êtes en améliorable, normalement, c'est que déjà, ça passe. Mais c'est que vous avez évalué que vous pouvez mieux faire. Si les mesures que vous avez imaginées comme étant améliorables sont en réalité indispensables, et la préfecture, dans ce cas-là, elle dira maintenant votre traitement ne peut pas être mis en œuvre, vous n'avez pas l'autorisation. Normalement, si ce sont des dispositifs déjà existants avec une autorisation préfectorale, il est assez peu probable que vous ayez des améliorations à apporter qui soient suffisamment graves pour que le traitement ne puisse pas être autorisé. Oui, non, c'est peu probable. Mais en revanche, dans la démarche de nouveaux dispositifs, eh bien là, l'exercice se fait dès le départ.
Mais Voilà. Et je sais pas, j'ai partagé quelque chose, je ne sais pas si vous le oui, voyez. on voit ton PowerPoint, instruction de la Voilà, demande. donc effectivement, hein, il y aura une demande d'autorisation qui est faite à la préfecture, qui va consulter la commission départementale de vidéoprotection et qui rendra un avis. Donc voilà, donc sur les... Oh, purée. Oui, Hop, mais de toute façon, ça va concerner des améliorations, mais qui ne peuvent pas être d'ordre fondamental. Voilà. Parce que sinon, dans ce cas-là, la vidéoprotection, ben, il peut y avoir... Non, normalement, une AIPD se fait en amont de la mise en œuvre. oui, Donc, si vous avez un dispositif qui a une autorisation préfectorale, vous êtes dans une mise à jour et vous pouvez porter des améliorations et vous mettez votre traitement à jour avec cette analyse d'impact qui doit être faite tous les 3 ans. Donc, c'est une revue de ce qui existe déjà. voilà. Mais si Il y a c'est dans un les nouveau... renouvellements, il faudra en faire une. Voilà, donc sur les nouveaux dispositifs, Il faudra en faire une. il faut en faire une, mais Voilà. dans ce contexte-là, vous les faites avant de les avoir installés. Et dans ce cas-là, la préfecture peut vous dire, maintenant, votre évaluation, elle Elle n'est est pas bonne. pas sérieuse, vous devez faire plus que ça. Alors, je ne sais pas si elle a peut-être plus la voix. Kaina, ouais, Kaina, je Oui, vais... Ah oui, si vous êtes toujours là. c'est Ouais, moi très qui bien. avais coupé mon micro. D'accord, Oui. ok. Ok. Oui, merci pour ces explications. Après, je pense que la préfecture elle a une grille d'évaluation qui permet d'estimer si les améliorations qu'on doit faire sur les nouveaux dispositifs sont suffisantes ou pas. Et le cas échéant, refusera de délivrer l'arrêté. C'est ça. C'est D'accord. ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, hein, voilà, si soit vous l'avez déjà et vous allez reporter ce qui existe et il n'y aura pas de souci. Mais par Oui. exemple, vous êtes en train de faire une mise à jour, le dispositif va être modernisé, eh bien de coup, vous avez une amélioration qui va être faite. Vous aurez peut-être un déport qui sera plus sécurisé. Donc, ça peut être des améliorations que vous pouvez porter sur l'AIPD et qui démontrent que ce sera encore mieux. On a une D'accord. question de Merci. Christian. C'est une seule AIPD par déchetterie ou pour un réseau de 7 déchetteries? Alors, Ce sera une par dispositif oui, parce que, à moins que... Alors, c'est possible hein, de faire une AIPD sur tous les dispositifs, mais dans ce cas-là, vous allez vous poser la question, est-ce que je peux exactement appliquer la même réponse, la même logique à tous les dispositifs? C'est possible. Si chaque dispositif est exactement, alors similaire. effectivement sur les finalités, vous allez avoir la même chose, les fondements juridiques probablement. Peut-être qu'il y a un site de déchetterie qui va être par exemple à côté d'une rivière et que si elle déborde, qu'elle emporte, enfin, voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent être légèrement différentes d'un site à l'autre. Dans ce cas-là, vous serez obligé de les séparer. Sinon, bah, vous allez pouvoir les dupliquer. Mais ça Oui. peut effectivement être sur plusieurs périmètres. Par contre, il faudra les dupliquer. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je peux... super, merci, ok, je vous en prie. Ok, ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation à ce premier webinaire aussi pour nous, hein, donc c'est une première. On découvre aussi la technique, c'est assez intéressant de voir 2-3 choses. Alors Agnès, merci à vous. Ok. Et donc nous allons exporter cette vidéo, on la mettra à disposition dans notre centre de ressources avec le PDF et les informations que l'on a partagées. Puis surtout, vous n'hésitez pas à nous solliciter via MyDPO, hein, vous ouvrez un ticket si vous avez des questions, et nous y répondrons le plus rapidement possible. Merci encore pour votre participation. Merci beaucoup Et puis et bon bon après-midi à vous. courage. Bon courage. Au revoir. Alors il faut peut-être qu'on enregistre, qu'on Faut que arrête tu coupes l'enregistrement avant. l'enregistrement.
si je quitte, ça suffit? Tu as coupé l'enregistrement. Je ne sais pas comment on coupe l'enregistrement. Tu retournes sur les 3 points et là où il y a marqué enregistrer et transcrire, tu coupes. Bah, il y a marqué démarrer l'enregistrement. Ah bah tu l'avais pas démarré. Ah si, si. Mais bah non. Ou alors tu l'as coupé tout à l'heure? Bon, je vais quitter, hein. Bon, de toute façon, j'ai testé un